n'imagine pas qu'il y a eu un moment où la boîte n'existait pas. Alors parfois on dit ah oui alors elle date de 1920, ouais mais enfin personne se projette que justement en 1919 elle n'existait pas et qu'il y a quelqu'un qui s'est énormément démené pour se dire tiens ce truc là n'existe pas, je vais le faire, je vais le créer. Donc en fait pour moi travailler c'était rejoindre une boîte existante, c'était pas créer son propre truc. Surtout maintenant ça y est on commence à le comprendre, mais en 2021 c'était un petit peu différent. Une levée de fonds prend toujours plus de temps que ce qu'on croit. Je me suis fixé cette barre-là, est-ce que je vais réussir à la passer? Et quand il y a quelqu'un qui me met la pression, qui me regarde et qui me dit « Attention, si je trouve que tu n'es pas au niveau, je sonne la cloche », là ça me booste. Ouais. Moi, la manière avec laquelle j'essaye de résoudre mon envie de voir le monde évoluer, c'est en créant justement des outils qui nous aident à changer. Bonjour Frédéric. Bonjour Delphine. Très heureuse de te recevoir. Ça n'a pas été une mince affaire. C'est vrai qu'on s'y est repris plusieurs fois. Ouais, j'ai eu du mal à te convaincre. Et tu vois, ma première question, c'est... moi, je pense que c'est intéressant d'expliquer aux gens pourquoi ça n'a pas été une évidence pour toi de me dire oui. Parce que je pense que ça va donner le ton un peu à notre conversation. Donc, qu'est-ce qui t'a fait hésiter? Pourquoi t'as pas dit oui tout de suite? Mais c'est parce que le titre du podcast Richissime, tu vois, ça porte des valeurs un peu de luxe et de surconsommation qui sont pas les miennes. Enfin, en tout cas, le mot. Alors après, les propos, on y dit ce qu'on y veut, j'imagine. Mais tu sais, alors si on remonte vraiment encore plus loin, tu sais, c'est l'histoire des trois valeurs de l'argent. Je sais pas si tu connais ça. C'est Non. Aristote qui a défini ça. Ah, mais oui. je partage ça avec on va moi. partir direct là-dedans. Grave. Non, tu sais, Aristote, il a dit, bon, l'argent, ça sert à trois choses. La première chose, c'est de compter. C'est-à-dire savoir si, tu vois, un crayon, ça vaut 1, un verre, ça vaut 3, et puis une table, ça vaut 12, quoi. Enfin, histoire de mettre une sorte d'échelle entre alors des objets, mais après aussi, évidemment, des services. Ce qui a permis de passer du troc à l'échange, en fait. Voilà, exactement. La monnaie, la deuxième valeur, c'est celle-là, c'est l'échange. C'est la possibilité pour quelqu'un d'être spécialiste, alors si on reprend les exemples d'être spécialiste du crayon, mais quand même de s'acheter un verre. Il ne sait pas construire un verre, mais enfin, comme il a fabriqué pas mal de crayons, il a pu récupérer un peu d'argent, puis du coup, il peut s'acheter un verre, tu vois. Donc ça, c'est la deuxième valeur, c'est l'échange. Et la troisième valeur, ou le troisième concept que porte l'argent, c'est la thésaurisation. C'est-à-dire le fait que quand tu laisses de l'argent à un endroit, si tu t'en vas et tu reviens, il y en a un peu plus. Et ça, en fait, c'est cette valeur-là qui, dans l'argent, est parfois un petit peu gênante parce que tu te dis, elle est décorrélée du travail, notamment. Et donc, pour moi, voilà, le côté richissime fait un petit peu écho à cette troisième valeur de l'argent qui est pas celle qui m'intéresse. Ok. Mais est-ce que ça veut dire que t'es pas du tout soucieux de faire, tu vas travailler ton argent en dehors de toi travailler pour, en fait? Non, je suis pas très bon, ouais. Je suis pas très bon. Et tu sais que c'est marrant parce que tous les gens que je rencontre qui ont vraiment réussi dans l'entrepreneuriat me disent, en fait, on a un certain talent à créer de la valeur et puis du coup, à générer de l'argent. Mais par contre, on n'est pas forcément bon à le faire fructuer ou à le faire investir. Mais c'est pas du tout le même. C'est pas du tout les mêmes compétences. Le même mindset et les mêmes compétences. Mais en plus, te concernant, c'est un. Tu vois, ce que je comprends, c'est que c'est un choix aussi. T'as pas forcément envie. C'est que j'ai qu'une vie et je me focalise principalement sur justement faire des trucs qui me plaisent. Et en fait, gérer de l'argent, ça me. Enfin, tu vois, moi, me servir de l'argent, oui, mais le gérer, ça m'intéresse pas beaucoup, quoi. Ok, bon. J'ai deux grands types de questions à te poser. On va scinder l'entretien en deux. J'ai plein de questions qui concernent tes business, parce qu'il y a eu Blablacar, pour lequel tout le monde te connaît. Et puis, il y a pas mal de gens qui m'appellent Monsieur Blablacar, si tu veux, je crois que c'est à vie. Des gens qui connaissent pas mon nom. Tu dis, ah, c'est Monsieur Blablacar. Oui. Ouais, il y a 2 jours, j'ai dit à mes parents, je vais recevoir Frédéric Mazdela. Tu sais, pour moi, c'était... Ouais. Ah, c'est bien ma fille. Et puis j'ai compris tout de suite qu'il ne voyait pas. Tu leur as dit Monsieur Blablacar. Oui, voilà. Dit, quand même cofondateur de Blablacar. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Je fais, mince, il y a un problème de culture là. Pour moi, voilà, tu fais partie des icônes de l'entrepreneuriat français, donc forcément, moi j'ai l'impression que tout le monde te connaît. Et puis aussi, donc on va parler business, on va pas parler que de Blablacar, on va aussi parler de
de la nouvelle entreprise, qui est plus si nouvelle que ça, là, quoi, elle a 2-3 ans maintenant. Alors, le lancement officiel, c'était octobre 2022. Ouais, mais qui n'a pas encore gagné la notoriété de Blablacar, mais j'espère le même succès. Qui, elle aussi, a une actualité et qui a une activité en lien avec l'argent en plus, donc ça va être très intéressant d'en parler. Puis le deuxième aspect, là, c'est plus justement ta vision, en fait, comment tu fais coïncider ce que tu as créé dans l'entrepreneuriat et donc la richesse que tu as générée pour toi-même, notamment, et comment tu fais coïncider ça avec justement les valeurs dont tu parlais tout à l'heure et sur lesquelles tu as peut-être un peu plus envie de prendre la parole. En tout cas, c'est l'échange qu'on avait eu avant. Alors, par quoi tu veux commencer ? Moi, je suis là, je réponds aux questions. D'accord. Tu sais, j'ai moi-même Pas de mon choix. émission, là, Les Pionniers, Ouais. sur BFM Business, où je pose les questions et donc je drive l'interview. Et là, tu as envie de te Et là, je suis relâcher. plutôt en mode, voilà, c'est pas moi qui pose les questions, tu vois, je retourne à mon podcast après, où je poserai les questions, mais là, je te suis. Ok. Alors, quand tu... on va partir sur le deuxième aspect. Moi, j'ai envie de commencer par ça. Qu'est-ce qui, du coup, tu vois, quand tu disais que tu avais un problème avec le troisième pilier d'Aristote, celui où on thésaurise, où tu vois, l'argent fait plus d'argent, etc. En quoi ça heurte tes valeurs d'imaginer... Tu vois, en quoi ça heurte tes valeurs ? C'est parce que ça vient, je pense, télescoper l'importance pour moi de la valeur travail, justement. Tu sais, on dit tout travail mérite salaire. Bon, on dit aussi tout salaire mérite travail. Hein. Ça, c'est dans d'autres circonstances. Tu peux dire, bon, bah, t'es payé, maintenant, il faut bosser. Mais voilà. Et donc là, typiquement, c'est la démonstration que pas de travail égale quand même de l'argent. Donc, c'est ça qui est un petit peu dérangeant. Et dans la société dans laquelle on vit, pour autant, tu vois, on peut vraiment se questionner sur la corrélation qu'il y a entre le travail, l'utilité du travail et les niveaux de rémunération. Et c'est un sujet qui est un peu tarte à la crème, qui revient sur le devant de la scène régulièrement. Mais c'est quelle est la... Tu vois, les salaires ne sont pas corrélés à ceux qui travaillent le plus ou ceux qui ont la pénibilité la plus forte ou ceux qui ont la valeur sociétale la plus forte. Tout dans le monde. Enfin, je veux dire, voilà, tu vas pas toujours regarder les extrêmes de tout. Voilà, après... Moi, j'ai besoin de sentir que je fais quelque chose et je mérite ce qui m'arrive. Voilà. Et après, c'est une manière de fonctionner. Tu vois, je pense que, par exemple, je serais pas aussi heureux peut-être avec l'argent dont je dispose si j'avais pas énormément travaillé pour. Tu vois, si ça m'était arrivé comme ça, tout cuit, je pense que j'y toucherais pas. Ou voir, je sais pas si j'arriverais à m'en servir. Est-ce qu'il y a des moments clés dans ta vie qui ont façonné cette vision-là que tu as du monde et de dire justement... Je pense que c'est une matière d'éducation, c'est pas forcément un moment. C'est cette notion que l'effort amène à la récompense. Et que donc une récompense sans effort, c'est pas une récompense en fait. Je sais pas, c'est un truc un peu à la fois magique et perturbant. Voilà. Donc après, dans les moments clés, je sais pas, peut-être la première fois où j'ai eu un peu d'argent suite à mon travail. Parce qu'en fait, quand tu travailles à l'école, t'es pas payé quand même. Hein. Enfin, tu juste t'apprends. Mais je me souviens, quand j'ai commencé l'été à faire des trucs, tu vois, par exemple, aller faire les maïs, parce que j'étais en campagne, moi, en Vendée, donc j'allais faire les maïs à 6h du matin, tu vois, dans les champs tout mouillés en plus, tu ressors, tu finis, t'es complètement trempé avec de l'eau froide, enfin bon, bref. Et bon, tu fais ça pendant 2-3 semaines, et puis après, on te paye. Et je me souviens, j'avais eu 600 francs. Alors, j'ai compris 2 trucs à ce moment-là, c'est que je me souviens que j'avais fait quelque chose comme 48 heures de travail, et que j'ai été payé pour 28, quoi. Parce que... Et c'est pas moi qui suis allé chercher mon argent, c'est mon père, puis il savait pas combien d'heures j'avais fait. Et puis en fait, le gars lui a donné moins que les heures que j'avais travaillé. Il est revenu, il m'a dit, ouais, bah voilà, tes 28 heures, ça fait ça. Je dis, mais c'est pas 28, j'ai compté, j'avais fait 48 heures. Bref, mais donc j'avais eu 600 euros. Non, 600 francs, pardon. Oh, c'était des francs, c'était pas des euros, c'était des francs. Beaucoup moins. Ouais, c'est 600 francs. Et donc, avec ces 600 francs, je m'étais acheté une batterie parce que moi, tu vois, à l'époque, j'avais les cheveux longs et puis j'aimais bien la guitare et la batterie. Et donc, voilà, je m'étais posé la question de ce qui me ferait plaisir, comment utiliser l'argent, en fait, une fois que tu l'as gagné. Parce qu'en fait,
il y a deux parties pour moi dans l'argent. Il y a la partie où tu le gagnes et la partie où tu le dépenses, l'utilises, tu ouais. l'utilises. Voilà. Et donc, pour moi, ça se fait un petit peu miroir. Et donc, à partir du moment où tu l'as et où tu l'as gagné, tu te poses la question de comment le dépenser. Mais donc, et ça, c'est venu très tôt. De te poser la question comment le dépenser. Oui, mais je m'étais pas posé la question avant d'en avoir. Mais tu vois, ça commence dès que tu fais les maïs un été qui est à 15 ans. Et t'étais plutôt du genre à tout dépenser? Non. Ou assez rapidement t'as fait l'écureuil ou... Ouais, moi je suis plutôt un écureuil. Ouais. Ok. Bah, heureusement, parce que sinon j'aurais pas pu fonder ma boîte. Je me suis pas payé pendant 5 ans quand j'ai monté Blablacar. Et tu t'es auto-financé totalement Bah à ouais, ce j'avais moment-là? bossé un peu Toi avant. et les associés, vous avez... Ouais, alors bah justement, personne n'était payé, mais puis en plus, c'est aussi pour ça que j'ai eu plusieurs associés, parce que de toute façon, je pouvais payer personne. Donc, tu vois, moi, j'ai tenu longtemps, ce qui n'était pas forcément le cas des gens avec qui je m'étais associé initialement, qui ne pouvaient pas non plus se permettre de ne pas être payés pendant très longtemps. Donc, voilà, ça m'a beaucoup aidé, parce qu'effectivement, j'avais travaillé un peu avant, enfin, plusieurs années, j'ai quand même travaillé 5-6 ans avant de monter Blablacar. Et donc, j'avais mis pas mal d'argent de côté, parce que je ne suis pas dépensier. Tu vois. Puis en plus, moi, j'adore les pâtes, et les pâtes, c'est pas cher. J'ai du bol. Mais je pense d'ailleurs que les pâtes, c'est le meilleur ami des entrepreneurs. Oui, probablement. Bah oui, Dieu a dû inventer les pâtes pour les entrepreneurs. Il n'y a pas grand-chose de mieux à manger que des pâtes, de toute c'est façon. quand même bon. Et tu savais, parce que tu es allé à Stanford, tu vois, avant de travailler à la sortie de tes études, hein, il me semble, tu savais que tu allais entreprendre? Tu vois, tu avais ça en... Non. Non, en fait, je savais pas ce que c'était que l'entrepreneuriat. Et puis, j'avais pas compris, ça paraît évident maintenant, mais que il y a des choses comme ça, qu'une boîte, avant d'exister, elle n'existe pas. Enfin, tu vois, pour moi, il y avait surtout dans le paysage en France, il y a 25 ans, tu avais des boîtes qui existaient, mais des boîtes qui se créaient, tu t'en entendais pas parler. Je vois ce que tu veux dire. Et donc, tu te dis, bah, c'est là, c'est planté, je sais pas, comme les arbres, comme Notre-Dame de Paris, et comme, tu vois, comme autre chose. Jour, ça tu fait vois partie. une affiche dans le métro, mais t'as pas l'histoire avant, en fait. Non. Tu les vois que quand elles réussissent, les boîtes, au final. Oui, puis elles existent déjà. Et quand on te dit, tu vas aller chercher un travail, sous-entendu, tu vas aller chercher un travail dans une boîte qui existe déjà. Ouais. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte aussi qu'il y a plein de gens qui sont là-dedans. Ils n'imaginent pas qu'il y a eu un moment où la boîte n'existait pas. Alors parfois on dit, ah oui, alors elle date de 1920. Ouais, mais enfin, personne ne se projette que justement en 1919 elle n'existait pas et qu'il y a quelqu'un qui s'est énormément démené pour se dire, tiens, ce truc-là n'existe pas, je vais le faire, je vais le créer. Donc en fait, pour moi, travailler, c'était rejoindre une boîte existante. C'était pas créer son propre truc. Alors quand je suis arrivé à Stanford et que je suis un peu tombé dans le chaudron à start-up, si tu veux, en Californie, que je voyais, j'étais en masters d'informatique là-bas, moi, donc je faisais beaucoup de ce qu'ils appellent computer science, ce qui est très classe. Computer science, c'est un peu plus classe que juste informatique. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui ne finissaient pas leurs études, leurs masters, et qui allaient directement créer une boîte. Que c'était l'époque où Google a été juste créé quand moi je suis arrivé sur le campus de Stanford. Ils s'étaient installés juste à côté du campus et puis ils siphonnaient les talents dans le masters, et les gars ils finissaient pas leurs études et ils allaient bosser chez Google. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On m'a jamais dit. C'est des fous. On m'a jamais dit qu'on pouvait ne pas terminer ses études. C'est quoi cette affaire? De tout, les gars. Donc moi j'ai fini quand même mon diplôme, mais là tu te dis, tiens, dis donc alors. Créer une boîte ou rejoindre une boîte qui démarre en hypercroissance, c'est possiblement un chemin de carrière, enfin de vie professionnelle, dont on m'avait jamais parlé. Parce qu'en plus, moi, en France, j'avais fait Normal Sup. Alors, tu vois, Normal Sup, on est côté recherche en physique. Et pour moi, le futur, c'était peut-être, tu vois, alors, je sais pas, être chercheur ou prof ou enfin voilà. Mais pas forcément créer une boîte. Ouais. Et non seulement pas créer une boîte, mais tu te prédestinais pas. Tu vois, on dit aujourd'hui Stanford, il allait rejoindre justement des boîtes de la tech en hypercroissance. De toute façon, il était destiné à des métiers bien rémunérés, etc. Non, toi, tu te destinais plutôt à la recherche. Moi, j'allais pour faire de la recherche. Ouais. Par contre, ouais. J'étais très attiré par l'informatique. Ouais. J'avais fait beaucoup de physique, mais j'étais attiré beaucoup par l'informatique et notamment l'informatique graphique. Parce que c'était tout le début de tout ce qu'on voyait déferler, notamment en film d'animation, avec Toy Story et tout ça. Des trucs qui étaient commencés à arriver et qui on disait, tiens, quand même, on sait faire des trucs maintenant avec les ordinateurs qui produisent des images qui sont quand même assez balèzes. Alors évidemment, maintenant, 25 ans plus tard,
on sait faire beaucoup mieux. Mais déjà, c'était... Enfin là, oui, du coup, on est passé plutôt de 0 à 1 à ce moment-là. Et là, maintenant, on est passé de 1 à 10 peut-être, mais c'est pas la même chose que déjà de passer de l'impossibilité de générer des images à la possibilité, puis de faire des trucs qui, du coup, vont plus loin que le simple affichage. C'est-à-dire que quand tu vois les films d'animation qui ont été faits, ça transmet aussi beaucoup d'émotions. Enfin, voilà, c'est des vrais films, quoi. C'est pas du tout juste... bon, tu me diras, il y avait les dessins animés avant, mais enfin, on a quand même franchi... Technologiquement parlant, il y a eu tellement d'évolutions technologiques sur ce marché-là. Enfin, Oui. tu vois, mais bon, c'est encore une autre histoire. À quel moment... Est-ce qu'il y a un moment justement où tu bifurques, ou alors on comprend bien qu'à Stanford, il y a des nouveaux horizons qui s'ouvrent un petit peu, mais tu rentres en France, ta décision est prise, ou t'es pas sûr encore de la voie que tu vas prendre Ah non, je suis pas sûr du tout. Ouais. Non, je suis rentré en France plutôt pour des raisons personnelles. Tu vois, ça faisait 3 ans que j'étais aux États-Unis. Et bon, moi, je suis très... j'adore les gens. Et j'avais besoin d'être tout le temps. Et tu vois, j'ai plein de copains. Et mine de rien, tous mes copains me manquaient un peu. Et donc, voilà, je suis rentré principalement pour des raisons personnelles. Pour ça. Et ensuite, j'ai cherché un travail plutôt dans une boîte qui avait quelque part des valeurs, j'ai envie de dire, de pionniers, enfin de boîtes qui avancent et qui se projettent vers le futur. Ouais. Et dans l'informatique, c'était facile d'en trouver, du coup. Et je suis tombé sur une super petite boîte qui s'appelait Kabira, et qui, avec une petite équipe, on était une 40aine à Paris. Et c'était une start-up, mais il y avait 150 personnes aux États-Unis, puis 40 personnes en France, tu vois. Et là, je suis tombé dans une super équipe extrêmement dynamique, et on faisait des solutions informatiques pour les opérateurs télécommunications et les opérateurs bancaires. Et en fait, c'était une boîte à culture américaine, mais quand même très française, en tout cas avec l'équipe française. Et donc, ça m'allait bien. Cet hybride-là était très, très bien. Sur les débuts de Blablacar, il y a ces 5 ans où effectivement tu cherches le modèle d'affaires, la boîte ne génère pas d'argent, déjà il faut construire cette plateforme, il faut aller chercher les gens qui veulent monter dans les voitures, les gens qui veulent bien que d'autres montent dans leurs voitures, il y a tout cet écosystème à créer, et puis il a existé, ça a bien pris avant que la boîte gagne de l'argent, parce qu'il y a eu ça aussi. Oui. Il y a rien, puis il y a un truc qui prend, et après on gagne de l'argent avec, ça a été plusieurs il y a rien, il y a un truc qui marche mais qui coûte, et après tu te dis, bon, un truc qui marche mais qui coûte, ça n'a qu'un temps, parce qu'il y a un moment, il n'y a plus d'argent. Et puis il y a eu après, trouver un business model. On en a essayé 5 avant de trouver le bon, le 6e. Je vois que tu as un très bon livre là-bas qui s'appelle Mission Blablacar sur tes étagères. J'imagine que tu l'as lu. Voilà. Non, je vais pas te mentir, je ne l'ai pas lu. Ah, tu l'as pas lu? Non, même pas. Tu vois, tu peux te rattraper. J'ai écouté beaucoup d'interviews de toi, mais j'ai pas lu le Tout est écrit dans Mission Blablacar. Non, mais donc du coup, sur les 6 modèles économiques qu'on a essayé, il y avait surtout la problématique que le site grand public, donc pour les trajets de longue distance, donc ce pourquoi Blablacar est plus connu encore aujourd'hui, il fonctionnait bien avec une croissance exponentielle, avec de plus en plus de gens qui l'utilisaient. Mais personne ne payait, parce qu'on n'avait pas de modèle économique déployé dessus. Et à côté de ça, on avait commencé à développer des plateformes de covoiturage pour les entreprises. Non pas parce que ça faisait partie de la vision, mais simplement parce que au début, moi, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et tu vois, j'avais des sociétés qui m'appelaient, qui disaient « Ah, c'est super !» Alors, on s'appelait covoiturage.fr à l'époque. « Ah, c'est super, covoiturage.fr, j'ai vu... moi, je voudrais la même chose pour mon entreprise. Ouais. » Alors, moi, je leur répondais, je disais « C'est pas ce qu'on fait. » Donc, non. Puis en plus, il y avait des petits éditeurs logiciels à droite à gauche qui faisaient, eux, des plateformes de covoiturage pour les entreprises. On dit, allez voir machin, un truc. Enfin voilà, eux, ils font ça. Nous, on fait un site grand public. Et puis quand même, quand les volumes augmentaient sur le site grand public et que les coûts, du coup, au début, ça se chiffre en centaines d'euros, puis après en milliers. Puis après, quand tu vois que ça commence à arriver, alors on n'est pas arrivé aux centaines de milliers avant de se décider, mais déjà en dizaines de milliers, tu te dis, mais ça va pas marcher du tout, parce que nous, on avait mis à nous tous, tu vois, 40 000 euros, enfin, on se payait pas en plus. Et donc, tu te dis, on va vite arriver au bout de la cagnotte. Et donc, au bout de 7, 8, 10 appels de sociétés qui te disent, je voudrais covoiturage.fr, mais pour mon entreprise, au lieu de dire non, allez voir ailleurs, tu dis, OK, combien, quoi.
Et donc, c'est comme ça qu'on s'est mis à vendre des plateformes de covoiturage aux entreprises. En se disant, bon, bah, de toute façon, il faut bien qu'on rentre un peu d'argent. Et donc, on rentrait de l'argent avec la vente de plateformes de covoiturage aux entreprises, mais pour du covoiturage domicile-travail, qui n'était pas ce pourquoi la plateforme grand public était faite. Alors, ça faisait un hybride qui marchouillait sur le domicile-travail, mais qui marchait pas très bien. Et puis, surtout, après, il y a eu un autre moment, c'est que même en ayant enclenché ça, les revenus des plateformes de covoiturage pour entreprises grimpaient de manière linéaire, ce qui est pas mal hein, pour une boîte, tu vois, ça grandit, c'est bien. Sauf que les coûts de la plateforme grand public qui rencontrait un franc succès, eux, ils étaient exponentiels. Donc, pour ceux qui se rappellent de leur cours de maths, quand tu as des revenus qui progressent en linéaire et des coûts qui progressent en exponentiel, ça n'a qu'un temps. Parce qu'à un moment, t'as l'exponentiel, voilà, t'as l'exponentiel qui croise la linéaire et c'est mort. Et donc, il fallait absolument qu'on trouve un modèle économique qui scotchait à la croissance. Et donc, c'est pour ça que... Vous aviez toujours pas fait de levée à ce stade-là ? Si. Alors, en plusieurs fois, le nombre de levées qu'on a fait au début. Non, mais on avait j'ai levé auprès d'amis d'abord, après de business angel. Donc, auprès d'amis, on a levé jusqu'à 60 000 euros. Après, business angel, on a levé jusqu'à 600 000 euros. Après, on est allé voir des investisseurs professionnels. C'est là qu'Isaïe est rentré. Ils ont mis 1,2 million d'euros. Mais tout ça, ça s'est passé en 4-5 ans. Hein. Enfin, tu vois, c'était pas immédiat du tout. Il paraît dérisoire aujourd'hui, 1,2 million d'euros. Ah bah oui. Mais non, mais parce que des plateformes comme ça n'existait pas. Puis en plus, tout le monde pensait que la masse critique à atteindre sur un service pareil, elle était beaucoup trop loin pour qu'on y arrive. Donc voilà, après, on a fait le meilleur produit qu'on pouvait pour justement faire en sorte que l'usage se développe massivement. Et puis, donc après, on a essayé 5 business models, enfin même 6, et donc c'est le 6e qui finalement a été le garant de la croissance future de la société, parce que ça a permis justement d'avoir des revenus qui collaient au coût. Donc c'est aussi simple que ça, de faire en sorte que t'aies autant d'argent qui rentre que d'argent qui sort, quoi, parce que sinon tu peux pas indéfiniment dépenser plus que ce que tu rentres. Et finalement, toi, tu passes de 5 premières années, je me verse rien du tout, à 5-6 ans plus tard, je suis actionnaire majoritaire d'une licorne. Non, j'ai jamais été actionnaire majoritaire. T'as jamais été actionnaire majoritaire? Non, parce qu'en plus, au début, j'ai monté avec Damien, mon copain. Ouais. On était à 50-50. Puis après, au fur et à mesure que j'ai fait rentrer des amis et des business angels, si tu veux, les dilutions, voilà, donc non, mais après, cette relation-là, c'est un chemin qu'on a choisi. Enfin, tu choisis ou non le chemin de lever des fonds. À partir du moment où tu es parti dans cette direction-là, tu sais que de toute manière, tu décorrèles un peu l'histoire du capital et l'histoire de ta mission, quoi. Tu vois, enfin, dans le sens, c'est deux choses, les deux compartiments. Il y a, tu es shareholder de la société, mais il y a aussi, moi, ce qui m'importait le plus, surtout que j'ai qu'une vie, tu vois, c'est de construire un truc qui marche, quoi. Donc, et dès le début, je t'ai entendu dire dans plusieurs interviews, tu disais, je savais dès le début que ce truc, il allait soit exploser, soit faire un gros flop. Bah oui. 5 ans à ne pas se payer. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs moments où... Pas se payer, mais quand même manger des pâtes, et j'adore les pâtes, donc tout va bien, tu vois. Quand tu peux pas te payer, mais que tu manges des pâtes, ça va. En fait, tu te payes pas, mais pour le coup, la boîte se développe. Ah oui, donc, tu as des signes encourageants qu'il se passe quelque chose quand même. Ouais, mais après, j'ai commencé à recruter des gens, je me suis payé un peu en dernier, quoi. Mais je sais plus combien de salaire j'étais, mais j'étais clairement pas le premier. Donc, tu as des signes encourageants de croissance, donc tu sais que ça devrait marcher, que ça va marcher. Et puis surtout, tu développes une bonne culture de la frugalité aussi. Hein. Enfin, tu vois, dans le sens, tu fais attention à ce que tu dépenses. Parce que le meilleur moyen de pas trop perdre d'argent, c'est déjà de commencer par pas trop en dépenser. Enfin, ce qui allait bien avec ta façon de fonctionner à titre individuel de toute façon. Oui, voilà, ouais, ça me va très bien. Mais même tout le service, c'est un service qui fait faire des économies à tout le monde, tu vois. C'est très proche de ce que je recherche à faire moi aussi. Dans la philosophie, tout est complètement cohérent. Est-ce que il y a des moments de la vie de Blablacar où vous avez pris des risques financiers que tu regrettes? Non. On a fait des erreurs. On a, dans le sens, on a surinvesti sur certaines choses parfois. Sur mais certains toujours, projets de développement? Ouais, ou sur certains développements qu'on anticipait
pouvoir être plus rapide. Mais c'est pas forcément des erreurs. Tu vois, par exemple, quand on s'est étendu dans une vingtaine de pays, on a quand même ouvert 20 pays en 3 ans. Je sais pas si t'imagines le marathon. Ouais, j'ai vu ça, j'ai une question là-dessus en plus. Moi, ça me... c'est Ah ouais, non, incroyable. tu dors pas beaucoup, ouais. Mais Pour un service comme le tien, pour un service comme Blablacar, ouvrir autant de pays, c'est bah ouais, une mais le prouesse. principe, bah, c'est quand t'as une plateforme qui marche, après, bon, il Ouais. s'agit de la traduire et de la développer, de la faire connaître. Mais du coup, sur les 20 pays qu'on a ouverts, on s'est rendu compte au bout qu'il y en avait 3 qui marchaient moins bien que beaucoup d'autres. Et donc, du coup, on a plutôt rationalisé nos dépenses en disant, bon, bah, ces 3-là, malheureusement, on va pas continuer à mettre beaucoup d'argent dessus parce que ça répond pas aussi bien que les autres sur lesquels on a mis de l'argent pour se développer. Donc, du coup, on les a mis un peu en pause. Donc, donc si tu veux, a posteriori, tu peux te dire, c'est des erreurs d'avoir mis autant d'argent sur ces pays-là. En même temps, c'est 3 sur 20. Donc, tu vois, si on note ça à l'école, 17 sur 20, c'est pas si mal quand même comme note. Tu vois, il y en a 17 qui ont marché et puis 3 qui n'ont pas trop marché. Cela dit, ce qui est fou, c'est qu'on a arrêté les investissements, mais on a quand même gardé les pays ouverts et aujourd'hui, ils cartonnent. Tu vois, oui, ils grandissent. Oui, parce qu'après, ils ont continué à grandir quand même, mais de manière organique, naturelle, sans être alimenté par un vrai programme de communication de notre part. Mais ça, c'est la croissance normale du service aussi qui, si tu le laisses, le service de covoiturage, il est capillaire, enfin, il s'étend. Il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent. Seulement, parfois, tu essayes de mettre du capital pour aller plus vite. Mais si tu le mets pas, bah, ça se développe quand même, mais ça se développe un peu moins vite. C'est toi qui avais la responsabilité des finances Ouais, pendant pas mal de temps, oui. Ok. Comment t'as intégré ce rôle et cette casquette? Parce que c'est pas du tout ton background. Est-ce que tu avais une appétence pour ça ou... Ouais, en fait, j'ai quand même fait un MBA à l'INSEAD, donc j'ai quand même un petit peu tu vois, j'ai fait un peu de corporate finance, un peu tout un tas de choses qui tournent autour de la finance quand même. Enfin, un MBA, t'en fais un peu. On a fait des choses. Computer science, informatique. Ouais, bah ouais. T'étais équipé pour faire ce que t'as fait. J'étais équipé, ouais, quand je m'intéressais à quelque chose, je suis toujours allé dans les endroits où je pensais qu'ils enseignaient ça en sachant de quoi ils parlent. Donc, tu vois, quand je me suis intéressé à l'informatique, je suis allé à Stanford parce que je me disais, bon, ils doivent savoir de quoi ils parlent là-bas. Pour le business, je suis allé à l'INSEAD parce que c'est pareil, je pense qu'ils savent de quoi ils parlent là-bas. Quand je me suis intéressé à la physique, je suis allé à Normal Sup parce que ils sont quand même super forts en physique à Normal Sup, pas qu'en physique d'ailleurs. Donc voilà, non, ça a toujours été un petit peu ma manière de fonctionner, d'aller apprendre des meilleurs endroits. Mais donc oui, et puis après la finance aussi, ça reste, enfin en tout cas la manière avec laquelle moi je le faisais, une capacité à saisir très très vite les ordres de grandeur et savoir compter très rapidement. En fait, je sais compter très rapidement. Ça, c'est sûr que s'il y a un truc que j'ai appris, c'est à compter. J'ai pas de problème avec les maths, même compliquées, avec des puissances dans tous les sens ou des intégrales triples en coordonnées sphériques. Enfin, tu vois, voilà. Ce que tu viens de dire est du chinois pour moi. Non, mais donc j'ai fait beaucoup de maths. Et donc, ça m'aide aussi beaucoup. Et beaucoup de physique. Et en fait, si on regarde bien, je trouve qu'une société, une boîte, a beaucoup de similarités, en tout cas, beaucoup de paramètres qui se rapprochent de la compréhension d'un objet physique. Quand tu es en physique, tu as un objet et tu étudies un petit peu son évolution dans le temps en fonction de tout ce qui lui arrive. Soit plus de chaleur, soit je sais pas, des choses qui rentrent, des choses qui sortent. Enfin, tu vois, mais même la chaleur, ça rentre, ça sort. Enfin, en gros, dans un objet. Et donc, quand tu as une boîte, tu dois évaluer à peu près tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Et tu as quelque part un environnement fini à qui il arrive des perturbations. Oui. Et quand tu considères la finance de cette manière-là, c'est assez simple. Il y a de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort. Et en plus, la chance qu'on a, c'est qu'il est chiffré. Donc, c'est hyper simple. Il n'y a même pas de calcul compliqué de je ne sais quoi, d'impédance ou de propagation de la chaleur en racine du temps. Enfin, tu vois, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. C'est même encore plus simple. C'est plus 1, moins 1, quoi. Tu vois, donc là, on va y arriver quand même. Et donc, quand tu conçois une boîte comme un objet physique, tu arrives à faire plusieurs choses. D'une part, à avoir des bonnes idées de ce qui est en train d'arriver à ton objet. Mais en plus, quand tu as fait beaucoup de physique, tu sais faire des approximations. Tu sais regarder et voir tout de suite ce qui a un impact réel et ce qui en a moins.
Tu vois, typiquement, bon, je vais prendre un exemple, je sais pas, quand tu lances une balle de tennis dans l'air, bon, jusqu'à une certaine vitesse, tu peux à peu près négliger la résistance de l'air. Ouais. Quand tu arrives à une vitesse supérieure, tu es obligé de prendre en compte la résistance de l'air parce qu'en fait, elle affecte énormément la trajectoire. Mais en fait, c'est ce genre de principe-là que tu développes aussi avec un business. Tu te dis, bon, ben ça va avoir un gros impact, effectivement. Ça, par contre, c'est négligeable. Je suis pas obligé de le prendre en compte quand je calcule. Ok. Et donc, ça t'aide énormément à gérer tout. Et après, bon, en même temps, je me souviens, pendant des années, je savais exactement à 100 € près combien il y avait sur le compte en banque. Hein. Tu vois, parce que T'as vécu le stress financier, ça m'est l'anxiété arrivé. financière du dirigeant? Ouais, ça m'est arrivé justement un peu au début, en n'ayant pas suffisamment bien anticipé et surtout pour cause de défaut de paiement de grosses boîtes. De tes Enfin, défaut de clients, ouais. paiement, c'est même pas défaut de paiement. Eux, ils considèrent qu'ils payent, sauf qu'ils mettent 12 mois à payer, quoi. Ouais. Délai de paiement. Voilà, délai de paiement. Tu te dis, oui, mais là, Ce n'est pas un puis tu sais, défaut, c'est un délai. c'est ça. Puis au La bout de 6 frontière est mois, ils te floue. disent, ah oui, mais vous avez adressé votre facture au mauvais département. Est-ce que vous pouvez nous en refaire une? Et puis mettre la date d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Tu dis, ouais, mais non. Alors, on Oui, reprend non, 3 mais il y a mois. votre RIB. On reprend 3 mois dans la vue, là, ou qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, là, parce que là, vous rentrez dans le cycle de facturation de la date que vous venez de mettre. Donc ça a pu être compliqué. Est-ce que ces qualités de financier, quelque chose que tu penses indispensable chez un CEO ou pas? Savoir compter, oui. Mm. Savoir bien compter, même. Ouais, donc quand même. Hein. Bah, je sais pas si quand tu parles de compétences financières, tu parles de compétences Bah, de savoir compter. Mais oui, non, faut ouais, mais savoir très bien compter quand même. savoir projeter un prévisionnel financier Bien sûr. de sa boîte, savoir faire un tableau de flux de trésorerie, tu vois. En fait, ce qui va faire que l'entrepreneur, il sait à tout moment si il va être dans le jus ou s'il va y avoir un moment qui va être compliqué. Du coup, bah, d'ajuster son BFR s'il a un business qui le nécessite, un modèle qui le nécessite. Toi, tu penses que c'est quand même une bonne partie de la responsabilité du CEO? Ah bah oui, le CEO, il gère le cash quand même. Hmm. Enfin, quand la boîte a plus de cash, c'est une erreur du CEO. Enfin, point. C'est quand même c'est une mauvaise anticipation. Ouais. Alors après, non, deux choses. C'est pas tellement quand la boîte n'a plus de cash, c'est une erreur du CEO. C'est quand la boîte n'a plus de cash et que le CEO ne le sait pas depuis 12 mois qu'il va y avoir un problème. Ouais. Tu vois? Parce qu'après, tu peux tout faire pour essayer de redresser la barre et ne pas y arriver pour tout un tas de circonstances qui peuvent être totalement indépendantes de ta volonté d'ailleurs. Puisque ça peut être des événements externes, ça peut être du contexte concurrentiel évidemment, ça peut être différentes tendances sociétales. Facteur Enfin, exogène. il peut y avoir de plein de marché, choses qui ouais. font que t'as beau avoir fait tout ce que t'as pu pour que le truc marche, il marche pas. Donc ça veut pas dire que t'es un mauvais CEO. Mais si tu n'as pas vu que ça allait t'arriver 12 mois plus tard, là, ça veut dire que t'as pas de capacité d'anticipation. Donc voilà, ça veut dire que t'es pas à ta place. Et est-ce qu'il y a un conseil qu'on donne pas assez aux jeunes entrepreneurs sur justement les finances, l'argent? Toi, quand on voit beaucoup, qu'on accompagne beaucoup, qui donne beaucoup de conseils, qui investit dans des boîtes, est-ce que sur ce sujet-là, il y a des choses qu'on Bah, il y a on dit l'histoire pas de, assez? oui, de 12 mois de cash. Hmm. Bah, tu dois avoir Tu toujours. dois avoir toujours 12 mois de cash. Ouais, enfin, en tout cas, voilà, avoir un matelas, quoi, Hmm. qui te permet de te retourner. Donc, quand tu anticipes qu'à 12 mois, ça va être plus compliqué, c'est là que tu vas chercher, tu lèves. Tu commences à lever. Ah non, tu commences à lever Bien avant. 18 à 24 mois Ouais. avant d'être à potentiellement seulement 12 mois de cash. Ok. Si tu commences à 12 mois, tu vas avoir d'autres problèmes parce que il y a aussi autre chose. Une levée de fonds, ça c'est aussi une bonne leçon. Alors, surtout maintenant, ça y est, on commence à le comprendre, mais en 2021, c'était un petit peu différent. Ouais. Une levée de fonds prend toujours plus de temps que ce qu'on croit, que prévu. Toujours. C'est comme les travaux dans l'immobilier. C'est ça, ça prend toujours plus de temps plus de temps. que ce qu'on aurait aimé, que ce qu'on avait prévu. Donc il faut prévoir que ça prendra plus de temps que ce qu'on a prévu. Donc voilà, oui, s'il nous reste 18 mois de cash, ouais, il est urgent de lever. Enfin, en tout cas, après, tout dépend aussi de ton rythme de dépenses et tu vois, mais quand il te reste 18 mois de cash, ça veut dire en gros qu'avec un rythme de dépenses que tu as déjà planifié sur ton business plan, tu sais que ton runway to zero, il arrive.
Et donc, comme tu veux pas avoir moins de 12 mois de cash devant toi, bah, il faut te mettre à lever tout de suite. Quand tu mentors, toi, des investisseurs, c'est un sujet important des conversations, tu vois, de les sensibiliser sur ces choses-là, ou en général, tu accompagnes des gens qui ont... Tu Quand vois, je qui mentor des ont- entrepreneurs, tu veux dire, ou Ouais, des oui. entrepreneurs. Notamment quand tu investis dans ces mêmes boîtes, c'est des sujets importants de vos échanges. C'est un sujet évident. Hmm. Voilà. Mais ça dure pas 3 heures. Enfin, juste, tu le vois vite si la personne anticipe avec ses chiffres ou pas. Donc, c'est un sujet nécessaire, mais c'est pas un sujet sur lequel on passe beaucoup de temps. Ok, mais c'est un sujet essentiel à la... Oui, parce que le rôle du CEO, c'est de s'assurer que la boîte survive, quelles que soient les circonstances. Alors parfois, évidemment, les circonstances sont plus fortes que ce qu'on peut faire. Et ça, c'est tout à fait compréhensible, excusable, ce que tu veux. Puis voilà, tant que tu as fait tout ce que tu as pu, il y a zéro problème. Mais c'est quand même le rôle du CEO, c'est de tenir la baraque et de s'assurer que la boîte survive et qu'elle progresse. Est-ce que au fur et à mesure de la vie de Blablacar, toi, tu as fait des exits partiels, t'as les cash out? Ouais, mais très tard, parce que moi j'avais peur que ça, notamment, envoie un mauvais signal à tous les gens qui rejoignaient en disant tiens, bah, c'est bizarre, le fondateur, il Il vend, croit plus ou quoi? il vend, il croit pas. Donc ouais, plutôt très très tard, ouais. Et d'ailleurs, j'ai vu que sur les années d'après, il y a des fondateurs qui faisaient des exits partiels, mais dès les séries A ou quoi. Enfin, c'est complètement fou. Moi, j'ai dû faire mon premier exit en série D, tu vois. Enfin, Et série D, vous étiez déjà ou bah, pas encore une tu lèves licorne? 100 millions, ouais, enfin, ou 200 millions, quoi. Donc, C'est à ce moment-là c'est au moment où vous êtes devenu une licorne que tu as fait ton premier exit partiel? ouais, que j'ai osé dire, bah, peut-être, et moi. Peut-être que... Surtout qu'en plus, au niveau salaire, on n'a jamais été. Enfin, tu vois, on a des salaires très, 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 très bas, Avec tout ce raisonnables, que tu quoi. as dit, je n'ose pas te demander, mais j'imagine que vous n'étiez pas, Non. très très haut. Non, je pense que Je pense que vous j'aurais. n'étiez pas à 5 chiffres par Non, mois. Non. non. À part moi, non. Non, non, Et vous n'étiez pas du tout. pas à 6 chiffres annuels non plus. 6 chiffres annuels, c'est arrivé, mais un peu tard. Ouais. Mais enfin, je veux dire, mais ce qui est sûr, c'est que enfin, quelque part, si j'avais fait juste le rapport salaire, je pense que j'aurais gagné plus si j'étais allé bosser dans une autre boîte. Mais moi, en même temps, c'est pas le but. Enfin, tu vois, Non. c'était. Encore une fois, quand j'ai de quoi m'acheter des pâtes avec un peu de pistou, je suis content. Alors, ça fait débat chez les entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui considèrent qu'il faut que l'argent soit quand même un moteur. Et puis, il y a ceux qui disent c'est impossible. Il y a tellement de difficultés Ah ouais, moi dans je ce suis plutôt comme métier-là. ça. Ouais. Si t'es là que pour l'argent, tu vas lâcher. Parce que la probabilité dans l'entrepreneuriat de faire beaucoup d'argent, Ouais. elle est tellement mince et tellement Et dure. alors justement, donc, si tu poses la question autrement, est-ce que tu crois que dans Koh-Lanta, le mec qui reste sur son poteau jusqu'à la fin, il est motivé par l'argent? Par les 100 000. Est-ce que c'est ça vraiment qui le fait tenir sur son poteau, ou c'est une autre force? Pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça. Je crois pas. Et quand les mecs refont plusieurs émissions et qu'à côté, ils sont déjà connus et qu'ils font beaucoup d'influence, etc. Ouais. Et que finalement, tu te dis, attends, entre les placements pubs, toutes les opportunités qu'ils ont à côté, les 100 000, ils les ont déjà fait plusieurs fois. Tu te dis, quand ils refont l'émission et qu'ils font 3, 4, 5, 6 heures sur le poteau ou sur d'autres épreuves, ah ok, donc là, c'est plus les 100 000 en fait. Non, moi je crois pas que c'est les 100 000 qui les motivent du tout. Mais c'est une bonne... moi qui suis fan de Koh-Lanta, c'est une bonne... tu m'as bien eu avec cette idée. Donc ouais, toi, tu fais effectivement partie de ceux qui considèrent que le jeu en vaut rarement la chandelle, si c'est pour ça que... je pense que tu vas tomber du poteau avant. Si t'es motivé que par ça, tu vas pas y arriver. Faut que t'aies envie d'autre chose. Et toi, comment est-ce que ta relation à l'argent, elle a évolué, tu vois, sur les 15 dernières années? Pas tant que ça a toujours été un moyen. C'est marrant, c'est un très bon copain de Stanford, justement, qui est entrepreneur en Californie depuis 20 ans, qui m'avait dit ça quand, justement, les premières fois où j'envisageais de lever de l'argent pour Blablacar. Et je lui ai dit, parce que moi j'étais complètement novice par rapport à ça, je savais pas comment aborder ça, alors comment on fait, on parle de quoi avec les investisseurs, c'est quoi leur intérêt, pourquoi, et il m'avait donné quelques règles hyper simples, du style, bon, tu sais, l'argent c'est un moyen, c'est comme les autres, t'as besoin d'un ordinateur pour bosser, t'as besoin d'un bureau, t'as besoin d'argent, bon voilà, donc
vois-le comme vraiment comme un moyen pour ton but. Et donc, ça veut dire qu'il faut que le moyen soit à la taille de ce que tu as envie de réaliser. Par contre, tu le times, c'est-à-dire que tu lèves de l'argent pour avoir peut-être 24-30 mois devant toi. Ouais. Et puis, tu t'imagines aussi que, et si tu veux faire ton BP, bah, tu dis, voilà, tous les coûts que j'ai prévus, ils vont arriver. Mais par contre, tous les revenus que j'ai prévus ne vont pas arriver. Donc, Et là, tu fais ton business plan, tu coupes la ligne de revenus et tu comptes que les coûts et tu regardes si ça passe. ouais. Tu fais un crash test parce qu'en gros, ça va être pire que C'est ça. J'ai fait un scénario pas terrible. Moi, je vais faire encore pire. Non, mais tu sais, on dit hope for the best, plan for the worst. Ouais. C'est-à-dire, voilà, tu espères le meilleur, mais tu planifies pour le pire. Bon, quand tu fais ça, tu arrives à généralement faire un truc qui marche. Parce que même s'il arrive quelque chose de très dommageable, tu l'as prévu. Tu as prévu que ça passe quand même. Tu vois. Donc voilà, mon rapport à l'argent, ça a quand même toujours été, avant en tant que en personnel, c'était un rapport aux moyens que ça me donne de faire des choses. Et pour une boîte, c'est exactement la même chose, sauf que tu changes d'échelle. Ouais. Forcément, puisque les montants que tu manipules sont plus du tout les mêmes. Mm. Tu manipules plus 10 ou 100 ou 1000 euros. Et tu manipules 10 000, 100 000 ou 1 million d'euros. Quoi. Ouais. Tu vois, tu fais un facteur 1000 et puis hop, tu te retrouves dans... Mais c'est la même chose en fait. C'est toujours des moyens face à des ambitions. Et toi, est-ce que tu dirais que J'ai ma petite idée sur la question, mais est-ce que tu dirais que tu performes mieux dans un environnement de stress financier ou tu as plutôt besoin d'être vraiment relax sur ce sujet-là pour vraiment être Non, moi, c'est performer pas le dans ton stress sujet? financier qui me fait... Alors, je performe très bien sous stress, mais c'est pas stress financier. Mm. C'est stress... tu vois, par exemple, j'ai fait beaucoup de musique. Mm. Donc, j'ai fait des concerts, mais j'ai aussi fait beaucoup d'examens de musique Ouais. en fin d'année, là. Mm. T'es avec ton violon, comme ça. T'es avec ton piano, comme ça. Tout le monde te regarde. Et t'as tout le monde qui te regarde. À la Et puis là, note près. t'as un jury, ils sont 7-8. Ils ont une espèce de cloche dorée au bout, tu sais. Je sais pas si t'as vécu ça déjà ou pas, non? Tu sais, dans Pas les les examens de musique comme ça. Je vois parce que j'ai fait du solfège, j'en ai fait les examens. Pas avec 8 personnes, mais j'en ai fait. Mais il y avait 2 personnes, quoi. Voilà. Et donc, assieds-toi, voilà, tu as ton piano et tu joues ton truc. Et ils ont une petite cloche, ça je me souviendrai toujours de cette espèce de petite cloche dorée, parce qu'en fait, ils ont une journée pleine, tu vois, où ils font passer tous les étudiants, tous les élèves du conservatoire. Mm. Donc, ils peuvent pas se permettre de perdre trop de temps avec ceux qui sont nuls. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu joues pas suffisamment bien et que de toute façon, au bout d'1 minute ou 2, Ils savent très bien voilà. que tu passeras pas, ils sonnent la cloche. Et donc, toi, tu joues et tu te dis, pourvu qu'ils sonnent pas la cloche. Pourvu qu'ils sonnent pas la cloche. T'es là tout le long. Et donc, ça, dans des conditions comme ça, quand il y a une cloche qui risque de sonner parce que je ne suis pas assez bon, là, je suis assez fort. Ouais. Je tiens bien ce genre de stress-là. Mais c'est pas un stress financier, c'est un stress de la honte si j'y arrive pas. Tu vois, c'est une forme de compétition. Là, c'est une forme de... oui, alors je sais pas, c'est pas forcément par rapport aux autres, c'est pas forcément compétition, non, mais... c'est par rapport à moi-même. Ouais. C'est est-ce que je me suis fixé cette barre-là, est-ce que je vais réussir à la passer? Voilà. Et quand il y a quelqu'un qui me met la pression, qui me regarde et qui me dit attention, si je trouve que tu n'es pas au niveau, je sonne la cloche, là ça me booste. Ouais. Ok. Pour continuer un peu sur la partie business, on va parler de ton autre bébé, oui. qui est, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, Captain Cause. Vous avez franchi une barre symbolique ces derniers jours. Oui. Ce matin, dans mon inbox, je suis tiens, Frédéric Mazzella m'écrit. Bon, c'était pas que à moi, mais quand même, je fais partie vous étiez 2 en copie. Oh, exactement. Je fais partie des quelques personnes, j'imagine, qui ont reçu le communiqué de presse. Merci pour ça. Captain Cause a passé la barre symbolique des 1 million d'euros collectés auprès des entreprises pour les reverser à des associations. Tu peux... je vais titiller un peu parce que, tu vois, ce communiqué, je me suis dit, il n'est pas clair sur ce que fait Captain Cause. Alors moi, je voulais. Mais tu l'as ouvert le communiqué ou t'as lu que le mail? Non, honnêtement, le communiqué disait la même chose et je suis allée tout en bas. Bah, t'as lu le à propos. Et avant il est pas clair le à propos. Et avant ça. T'as regardé la vidéo de Pascal Légitimus? J'ai regardé la vidéo de Pascal Légitimus. Alors, c'est pas clair? Je vais te dire un truc, j'avais même fait un call de vente avec quelqu'un de ton équipe il y a 3 mois. Parce que j'avais envisagé de l'utiliser pour une opération jamais trop que je tard voulais pour bien faire. Tu vois.
Ah, ça correspondait pas à mon besoin, mais je me suis dit, je le garde dans un coin de ma tête parce que j'aime l'idée, voilà. Mais Pitch, j'ai envie que tu puisses, voilà. Alors déjà, tu pourrais, clarifier tu vois, vu qu'on est en audio comme ça, tu pourrais passer la pub de Pascal Légitimus pour expliquer le DIFT. On met le spot. Eh bien, parfait. C'est Pascal Et les Légitimus gens, qui va nous expliquer comment fonctionne le DIFT. Exactement. Pascal, Ouais, tu reçois des cadeaux de tes clients, toi? c'est toujours un peu pareil. Hein. Ah ouais, genre t'as des porte-clés? Oui, genre, je peux mettre mes clés avec et vous faire de la pub. Ou des mugs? Ouais, et des mugs aussi. Et prendre le café avec Trucmuche Consulting. Ah bah tiens, justement, ils m'écrivent là. Cette année, on va vous surprendre. Ah bah ça m'étonnerait. Hein. Bon, laisse-leur une chance, hein, on sait jamais. On vous offre un DIFT. Oh, la chance. Super. Je sais même pas ce que c'est. Non mais t'es sérieux? Mais c'est trop bien. Quoi, c'est trop bien, tu connais? Bah oui, c'est un don cadeau pour soutenir une asso. Don plus gift. C'est un DIFT. Donc je peux choisir à qui je l'offre. Ah oui, t'aimes vraiment bien. Hein. Mais c'est bon, on a compris, oui, t'as eu un DIFT, voilà, super. Ah, j'aime bien. Hé, moi, j'ai eu un DIFT, moi. Mais arrête, c'est bon, on a compris, c'est bon, ça va. Bah, moi aussi j'ai eu un DIFT. Vous aussi, vous avez reçu un DIFT? Je croyais que j'étais le seul. Offrez du sens, offrez des DIFT. Rendez-vous sur captaincause.com. C'est quoi les ambitions de Captain Cause? Alors, on l'a fixé assez loin. On a dit qu'on voulait réaiguiller 1 milliard d'euros vers des projets associatifs, donc dans le domaine environnemental et dans le domaine social. Donc là, on franchit la barre de 1 million, c'est bien, ça fait un peu plus d'1 an qu'on s'est lancé. C'est déjà une très belle preuve que y a un engouement, parce que c'est 230 entreprises quand même déjà en 1 an qui ont suivi le principe du don tripartite qu'on propose, hein, donc le DIFT, hein, c'est-à-dire le fait qu'une entreprise débloque des fonds et qu'elle laisse le soin à ses clients ou collaborateurs d'aiguiller ces fonds-là vers des projets dans le domaine social ou environnemental. Donc c'est une vraie démonstration qu'il y a une attente, parce que tu vois, tu n'arrives pas à avoir plus de 200 entreprises partenaires en 1 an si le concept ne plaît pas aux entreprises, quoi. Ouais. Donc ça, c'est très bon. Alors évidemment, le concept plaît énormément aux associations, ça je te fais pas un dessin, puisque de toute façon on leur aiguille de l'argent, donc ça marche très très bien, ce qui fait que ça nous permet d'avoir énormément de candidatures d'associations et donc de choisir vraiment des associations très très bien gérées, qui suivent bien leur KPI d'impact, qui sont très réactives, qui sont modernes dans leur approche et dans leur développement. Donc ça, c'est extrêmement positif également. On retrouve des associations que le grand public connaît, ou au contraire vous allez choisir des associations qui sont un petit peu plus confidentielles, qui ont besoin de plus de lumière? Alors c'est souvent des associations de taille moyenne à petite. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, pour l'instant, tu vois, les montants transactés par association, c'est, on va dire, entre 3 000 et 50 000 euros par association par an. Et c'est des montants très significatifs pour ces associations-là, mais c'est des petits montants pour des très très grandes associations très connues. Je sais pas, comme tu vois MSF ou Resto du Cœur ou des choses comme ça, voilà, donc qui sont des assos très connus. Mais évidemment, on n'exclut pas de pouvoir également financer ces projets-là plus tard, mais aujourd'hui les montants qu'on transacte ne sont pas suffisamment importants pour que eux ça les intéresse. Donc notre rôle, c'est à la fois effectivement d'aider et de stabiliser leur financement et leur structuration, mais aussi de les mettre en valeur, effectivement, parce qu'on leur donne aussi un outil qui leur permet de communiquer avec toutes les personnes qui les ont soutenus. Donc il y a un suivi dans le temps qui est très important aussi pour la construction de fiabilité et de crédibilité de toutes les associations qui sont sur la plateforme et de leur action concrète. Donc voilà. Et les budgets que les entreprises vous allouent, elles sont prises majoritairement sur... tu vois, c'est de la redirection de budget, en fait. Alors, il y a plusieurs... En fait, comme on crée un nouveau concept qui est le don à 3, et non plus le don à 2, hein, parce que donner à 2, c'est facile, il y en a un qui donne, un qui reçoit. Donner à 3, c'est il y en a un qui paye, un qui choisit où va l'argent et un qui reçoit. Donc, c'est ça, pourquoi d'ailleurs? Pourquoi vous êtes passé sur un système tripartite et que vous avez... Parce que comme ça implique tout le monde. Et ça implique notamment les particuliers, donc les clients et les collaborateurs. Et je pense que c'est nécessaire dans la mesure où les problématiques qu'on cherche à résoudre, alors on s'adresse quand même à des problématiques type changement climatique, extinction de la biodiversité, insertion sociale, enfin bon, c'est des choses qui sont quand même des problématiques
Sociétale et extrêmement environnementale. larges Ouais. et qui ont toutes un degré d'empathie extrêmement fort. Tu vois, quand tu vois les projets, quand tu vois les problématiques adressées, quand tu vois les gens qui travaillent sur le terrain, enfin, ça te donne une émotion, une énergie, une envie d'agir d'ailleurs, qui est colossale. Et donc c'est beaucoup d'émotions et je ne pense pas, je ne crois pas qu'on arrivera à résoudre ces problèmes-là sans passer par une démultiplication de la valeur de l'émotion humaine. Et donc pour replacer cette émotion-là à la dimension des problématiques qu'on considère, je pense qu'il faut impliquer les gens individuellement et pas juste des structures. Je pense que avoir simplement des structures qui essayent Qui font des dons. qui font des dons, c'est moins puissant Ouais. Je vois ce que tu veux que dire. d'avoir des gens qui sont le moteur justement de ce don-là, qui vont aiguiller l'argent vers là où c'est important pour eux, individuellement, et qui du coup vont aussi à la fois être sensibilisés, mais aussi s'engager plus dans la direction qu'ils auront choisie grâce à cet argent-là. Donc que les structures type entreprise donnent ce qu'elles peuvent donner, à savoir de l'argent, et que les associations livrent ce qu'elles peuvent livrer, à savoir de l'action sur le terrain, et que les gens, les personnes, les individus, qu'ils soient clients, collaborateurs, on est tous clients, collaborateurs de quelque chose, puissent aiguiller l'argent vers les problématiques qui sont qui nous émeuvent, qui Ouais. sont source d'empathie très forte parce qu'on sait que ce sont des problèmes que l'on doit résoudre en tant qu'humanité. Eh bien, je pense qu'on a le trio gagnant, si tu veux. Mais je pense que ne pas inclure l'individu dans cette équation-là, c'est ne pas inclure l'empathie et c'est ne pas réussir. Mm. Toi, à titre personnel, à quel moment tu t'es dit ok, j'ai contribué via Blablacar, mais j'ai envie d'aller plus loin, notamment avec ce que j'ai gagné, que j'ai largement mérité. Comment ça s'est, comment ça s'est manifesté, à quel moment dans ta vie? J'ai envie de dire quand tu passes 40. Non, mais c'est vrai. Ah, c'est marrant, c'est une question d'âge. Ouais. Ouais, parce que je me souviens très bien d'avoir dit à un copain, oh là là, dis donc, je vais avoir 40 ans, puis je viens de réaliser que c'est, je sais pas, c'est la moitié de la vie. Puis là, il me dit, ouais, et puis c'était la meilleure. Je dis, ah ben non, Oh attends. merde. Il dit, maintenant c'est la descente. Je dis, non, pas du tout. Tu vois. Donc là, tu vois la vie autrement, en fait. Tu te dis, attends, bah non, moi j'ai envie que la deuxième moitié soit encore meilleure que la première. Et donc, comme moi, je tire quelque part mon bonheur de la satisfaction d'avoir réussi à être utile à des gens. Donc, tu vois, avec Blablacar, je suis super content parce que quand je rencontre des gens, très souvent, ils m'expliquent comment je les ai tirés d'une passe difficile Ouais. quand ils étaient coincés je ne sais où et qu'ils devaient aller je ne sais où et qu'ils n'avaient plus de solution de déplacement et que, paf, Blablacar est apparu et leur a permis de faire un trajet totalement improbable pour 18 €, tu vois. Ouais. Et alors qu'ils pensaient qu'ils étaient coincés, enfin bon, bref. Et donc là, tu te dis, j'ai créé un truc qui lui a rendu service, je suis très content. Donc ça satisfait pleinement mon envie de me rendre utile, d'être utile. Et je me suis posé la question, et notamment parce que j'avais été complètement, une fois de plus, bouleversé, mais en fait poussé dans une conviction aussi, quand j'avais vu la marche du climat, de tout un tas de jeunes qui défilaient de la place de l'Opéra à République, qui étaient passés devant les locaux à l'époque de Blablacar, avec des panneaux sur lesquels il était écrit « Quand je serai grand, je voudrais être vivant ». Je me suis dit, Je me ouf, rappelle. je dis, ouf, le panneau là quand même, il est costaud, lourd. quoi, tu vois, c'est lourd. Tu vois des gens de 20 ans qui te disent, en gros, je sais même pas si je serai vivant. Tu te dis, bon, ça y est, mai 68, c'est rhabillé, là, parce que les revendications de 68 par rapport à est-ce que je serai vivant quand je serai grand, c'est différent. Et donc, et puis là, moi, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour ça? Enfin, je pense qu'une société dans laquelle tu as la jeunesse qui croit même plus qu'elle va être vivante plus tard, c'est quand même un problème massif. Et donc, moi, en tant qu'entrepreneur, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire? Quelle partie de l'équation je peux aider à résoudre? C'est quoi le petit grain de sable que je peux amener à la montagne du travail qu'il faut faire pour résoudre le problème? Et donc j'ai pas mal cherché.
en m'appuyant sur à la fois ce que j'ai vu fonctionner et donc les plateformes, la puissance des plateformes, tu vois, la puissance du concept. C'est-à-dire qu'une fois que tu as bien pensé ton concept, il peut grandir très très vite et générer un changement d'état d'esprit, un changement de, d'activité de société, enfin, c'est devenir un phénomène de société. Et donc, on a cette chance-là d'avoir aujourd'hui, quelque part, de la technologie des plateformes qui se déploie, qui est déployée partout, qui est déployable partout auprès de tout le monde et qui est un outil de changement de comportement absolument phénoménal. Donc, moi, je suis fasciné par ça. Et je me dis, comment est-ce que ça peut aider à servir à, quelque part, tourner le gouvernail dans la bonne direction pour résoudre cette problématique. Et donc, en itérant comme ça, alors ce que j'ai fait, c'est que je m'étais associé à deux personnes de 24-25 ans, donc Georges et Max, pour rechercher justement une bonne idée avec eux, en me disant, bon, ils ont 20 ans de moins que moi, et donc eux, j'ai fait attention aussi de prendre des gens à la fois très, très motivés, mais aussi très au fait de ces problématiques-là, des problématiques notamment environnementales, et très, très concernés par cela. D'ailleurs, la génération d'après l'est beaucoup plus que la mienne, et qui l'est encore plus que celle d'avant. Probablement entre les deux. Voilà. Donc, et donc, on a réfléchi beaucoup, on a essayé 6 idées en tout. Les 5 premières, on les a pas gardées. On a réussi à démontrer qu'elles ne marcheraient pas toutes seules, qu'elles ne seraient pas autonomes. Et puis la 6e, c'était Captain Cause. Et donc là, quand on est arrivé sur cette idée-là, on s'est dit, quand même, ça a des chances de marcher. Et donc, ensuite, oui, pourquoi ça a des chances de marcher ? Parce que ça permet aux entreprises de répondre à une problématique très forte, alors évidemment de tout notre environnement, mais aussi du fait que les particuliers, les gens, les individus sont très très concernés. Il y a 93% des gens qui ressentent une énorme frustration par rapport aux grandes problématiques qui nous sont exposées tous les jours par tous les canaux d'information dont on dispose, qui ne sont que des problèmes sans solution. Ça crée un état de stress, un état de frustration énorme, qui génère aussi l'éco-anxiété chez la nouvelle génération, enfin tout un tas de choses de ce type-là qui sont des maux générationnels. Et donc toutes ces personnes-là sont frustrées de ne pas pouvoir agir, se disent qu'elles, à leur échelle individuelle, ne peuvent pas faire grand-chose. C'est pas mes 10 € ou mes 100 € qui vont changer quelque chose. Enfin, quand on s'adresse au changement climatique, tu te dis bon. En parallèle de ça, tu vois, les COP se succèdent. On a passé la COP 28, on n'a toujours pas bien compris comment on allait écoper le truc ou résoudre l'équation. Tu te dis, ou même je me souviens, à la COP 27, la conclusion, c'était de dire les pays du Nord vont payer les pots cassés dans les pays du Sud. Enfin, je schématise, mais c'est à peu près ça qui est sorti. Tu te dis, mais ça, c'était pas la conclusion de la COP 1. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment c'est qu'il a fallu attendre 27 COP pour arriver là. Donc voilà, donc il y a une perte quelque part de confiance dans le fait que ce processus-là, qui est mondial et qui semble être voulu, n'aboutit pas. Donc du coup, les particuliers se tournent vers d'autres grands acteurs qui leur semblent puissants et qui nous semblent puissants à tous, qui sont les entreprises, notamment les grandes entreprises. On se dit, grand problème, grand héros en face. Qui grand héros ? Les entreprises qui passent leur temps à nous expliquer qu'elles sont grandes et internationales et puissantes. C'est le moment de le montrer. Et donc, du coup, on donne un outil aux entreprises pour à la fois résoudre certains problèmes dans le monde, mais en même temps combler une partie de la frustration de tous les individus avec les forces dont l'entreprise dispose, qui sont des moyens financiers. Et en mettant ces moyens financiers à disposition des individus qui, eux, choisissent les projets qui leur semblent vraiment les plus importants à résoudre. Moi, ce que je trouve difficile pour les citoyens, tu vois, c'est de réconcilier mon aspiration à évoluer dans la vie, à avoir un peu plus de confort, de faire des expériences de la vie, et puis effectivement l'urgence climatique, parce que je crois que la majorité des individus sont conscients de ça, mais ça vient se heurter à leurs aspirations, soyons clairs, leurs aspirations aussi à consommer. Alors peut-être mais pas c'est des parce que biens les modèles matériels, mais c'est parce qu'on a fait un parallèle entre succès et surconsommation. C'est-à-dire que si tu regardes comment les choses sont présentées, alors avec beaucoup de mouvements d'influence et d'influenceurs qui vont dans cette direction-là aussi, qui se mettent à surconsommer parce qu'ils ont de l'argent et que du coup, ils n'ont pas forcément la notion de frugalité dont on parlait tout à l'heure, tu crées une sorte de
de parallèle entre réussir dans la vie, ça veut dire consommer, surconsommer. Alors comme tout le monde a envie de réussir dans la vie ou réussir sa vie, ce qui sont d'ailleurs deux choses différentes, on pourrait faire un autre podcast sur le sujet. Mais bon, bref. Eh bien, comme tout le monde a quelque part une envie de réussite, quand les choses vont pas assez vite ou pas exactement dans la direction que tu veux, tu compenses en te disant bon bah si je consomme, ça veut dire que je réussis. Non, c'est pas ça, hein. C'est-à-dire entre réussir égale consommer ou surconsommer. Donc si je consomme, ça veut dire réussir. Donc quelque part tu te consoles en te disant que si tu consommes, tu réussis. Mais en fait, c'est parce qu'on s'est trompé sur le chemin de ce qu'est la réussite. La réussite, moi je pense que c'est avoir le temps de faire les choses qui nous plaisent et voir les gens qui nous plaisent. Et aussi, et ça c'est un peu le summum, réussir à avoir une activité, faire une activité qui est en alignement avec nos valeurs. Ça c'est le vrai luxe, c'est la vraie réussite pour moi. Ouais, Et donc du coup, ça parfois tu peux y arriver sans forcément avoir des finances qui te font surconsommer. C'est ça le problème, parce que autant moi je pense que les individus sont conscients qu'une vie réussie, c'est effectivement passer plus de temps avec les gens qu'on aime et puis être bien, s'amuser, etc. Mais, et moi y compris, tu vois, je pense que on a tendance à imaginer ou à projeter que l'argent va nous permettre d'avoir plus ça, va nous permettre d'avoir plus de temps, va nous permettre, tu vois, parce qu'on délègue plus de choses. Du coup, on a des meilleures vacances où on peut voir, on va au Club Med, du coup, il y a quelqu'un qui s'occupe des enfants. Et que c'est comme ça qu'on va réacheter notre temps et notre loisir. Je pense que c'est juste... on pense que l'argent est un moyen d'arriver à ça. Et pour avoir beaucoup de gens derrière ce micro qui ont gagné des millions, je me rends compte que quasiment tous, à un moment donné, sont passés par cette phase où, ok, l'argent est arrivé et on s'est rendu compte que... And so what? Ouais. Bah, tu sais, ça rejoint peut-être les gens qui gagnent au loto et qui mettent un bonnet dans la queue, tu sais, pour pas qu'on... Qu'est-ce que c'est que cette expression? Tu connais pas ça? Pas du tout. Tu sais, je sais plus, il y a un film comme ça, je crois, avec Bakri, où il a gagné au loto et puis il veut pas que ça se sache, alors il va dans la queue pour tirer son ticket avec un bonnet et des lunettes noires. Je crois que c'est Bakri, je sais plus. Et bon, puis après, il change. Enfin, tu vois, tu peux ne rien changer à ta vie, en fait, même si tu as gagné au loto. Parce qu'en fait, tu te rends compte que tu es heureux comme t'es et que t'as pas... Ça rejoint aussi autre chose, hein, c'est la chanson de Francis Cabrel, là, avec l'arbre tordu au fond du jardin. Je sais pas si tu la connais, celle-là. Où le gars, il fait le tour du monde parce qu'il pense qu'il va être plus heureux ailleurs et puis il se rend compte qu'en fait, là où il est heureux, c'est dans son jardin avec l'arbre qui est tordu au fond du jardin. Tu pourras passer cette chanson-là, d'ailleurs. Aussi. Voilà. Extrait Francis Cabrel. Mais donc oui, ça a un côté où tu te dis, en fait, l'argent n'est pas un but, c'est un moyen. Donc la vraie question, c'est si tu as plus d'argent, qu'est-ce que tu fais de plus? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que tu fais autrement? Qu'est-ce que tu fais, tu vois? Ce qui pose une vraie question existentielle à un moment donné. Oui, que peut-être on veut pas se poser. Ouais. Et qu'on quelque part se déresponsabilise en se disant je ne peux pas faire ça ou je ne fais pas ça parce que je n'ai pas assez d'argent. Alors en fait, on pourrait le faire quand même. Très souvent, on pourrait. Et puis il y a plein de choses qui procurent énormément de bonheur qui ne coûtent pas d'argent. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais petit, je jouais avec des maisons en carton que je construisais. Enfin, tu vois, ça coûte rien de te faire une maison en carton. T'es super content. C'était beaucoup plus mieux que d'autres, à tel point que c'est mes parents qui racontaient ça. C'est que des fois, pas seulement moi, mais mon frère aussi, quand il nous offrait des cadeaux, on jouait avec les cartons. Tu vois, oui, non, mais ça arrive très souvent. Oui. Quand tu offres des cadeaux à des enfants, tu le vois bien. Cadeau. C'est ça. Ils jouent avec le papier cadeau ou avec le carton, mais pas avec le truc qui a coûté cher, qui est au milieu. Tu te dis, c'est bizarre. Oui, parce qu'en fait, dans la vie, c'est pareil aussi. Tu peux t'amuser avec des trucs qui sont juste hyper accessibles. Oui. Mais je sais pas pourquoi, tu te dis que tu serais plus heureux avec un truc que t'as pas. J'ai un fils de 10 mois et mon grand plaisir, c'est juste de faire 4 pattes dans 4 coins du salon. Et alors, tout ce qu'il a eu à Noël, ça ne l'intéresse, mais absolument pas. Non, on dirait que les cadeaux, c'était pour faire plaisir aux parents. Oui, alors, pour faire plaisir à ceux qui l'offrent, parce que c'est pas toujours les parents qui l'offrent, c'est les grands-parents, c'est les tontons, les tatas, etc. Mais oui, et moi, je m'étais toujours dit... je veux pas que mes enfants aient beaucoup de cadeaux.
Et en fait, bah voilà, il y en a encore trop. Il y en a Tu encore peux trop. faire de la seconde main après déjà. Tu vois, tu peux dire à tout le monde, si vous offrez des cadeaux seconde main, s'il vous plaît, quoi. Ah bah il y a une bonne partie de la famille qui a offert de la seconde main. Mm. Et c'est quand même trop de cadeaux à la fin. Tu Moi, vois, je fais c'est tout vrai en seconde que- main. Hein. Je suis tout le temps sur, tu vois, Ouais, moi j'ai de mon côté beaucoup de sensibilité là-dessus et donc c'est vrai que on soit que des cadeaux de seconde main. Puis il y a un côté où t'es plus content quand t'as réussi à trouver un truc, notamment en seconde main, parce que t'as plus l'impression qu'il est unique déjà. Même si en fait il vient d'une collection où ils en ont vendu 12 500, t'as l'impression que celui que t'as trouvé, tu vois, tu l'as mérité. Puis c'est pas la facilité. Tu vois, moi je trouve qu'un beau cadeau, dans ma conception du cadeau, le beau cadeau, c'est j'ai envie d'avoir l'impression que la personne y a mis du cœur. Et un cadeau de seconde main, bah, mine de rien, c'est plus pénible à trouver. Ah oui. Puisqu'en plus, il faut aller le chercher souvent. Mais oui. Oui. Et parfois, Il faut passer du temps c'est ça. Voilà, faut passer du temps à le chercher. Faut fixer un rendez-vous, etc. c'est 12 SMS, c'est. Exactement. Voilà, c'est Alors de l'attente, que, c'est du transport. Moi, je vais versus un chercher les clic trucs en sur vélo des fois. Amazon, c'est sûr que. Et du coup, moi, je sais que ça me fait plaisir parce que rien que ça, même si l'objet n'est pas forcément quelque chose qui me plaît, etc., mais ça y est, j'ai ma preuve. C'est bon. La personne y a pensé, y a mis du cœur. Et c'est vrai que ça a une certaine saveur. Pour moi, je ne retrouve pas dans un cadeau classique. On est en train de révolutionner ton podcast, là. Mais pas du tout. Comment tu vas vendre Richissime après? Mais tu sais que j'ai reçu Arthur Reboeuf sur Et oui, je sais. podcast, C'est d'ailleurs aussi parce que j'ai vu qu'Arthur était venu que je me suis dit, bon, alors donc, ça doit être faisable d'y aller avec une conviction proche de celle d'Arthur ou de la mienne. Exactement, et il n'a pas du tout été consensuel. Donc c'est très bien, vous pouvez réécouter cet épisode. Mais effectivement, il a des convictions très fortes. C'était vraiment, je lui ai dit, je veux qu'on parle de tes convictions, je veux qu'on parle de richesse et impact sur le monde. Et voilà, dans sa vision, et malheureusement, les statistiques vont dans son sens à lui, ou heureusement. Plus on a d'argent, plus on a un impact sur la planète qui est désastreux. Donc là, les statistiques sont assez claires sur ce sujet-là. Donc, donc c'est exactement le message qu'il a porté sur ce podcast. Et voilà, raison aussi pour laquelle je me suis dit qu'il n'y avait aucune raison que ce type de message ne soit pas plus souvent sur ce podcast. Quand je t'ai interpellée justement pour faire ce podcast, je t'ai dit... Le message que tu portes, si tu ne l'exposes que à des gens qui l'entendent déjà, c'est dommage parce que tu passes à côté de ton pouvoir de conviction, tu passes à côté de l'impact que tu peux avoir avec le parcours que tu as, la notoriété que tu as. Et est-ce que ça te donne envie peut-être de prendre encore plus de position sur ce sujet-là et d'affirmer haut et fort? Non, le monde va pas dans le bon sens. Et en fait, au niveau personnel, j'ai pas, moi, envie de donner des leçons, quoi que ce soit. D'une part, parce que personne n'est irréprochable. Et tu fais ce que tu peux, puis les efforts que certains peuvent faire sont pas les efforts que d'autres peuvent faire. Enfin, chacun fait ce qu'il peut à son niveau et avec ses contraintes. Non, moi, la manière avec laquelle j'essaye de résoudre mon envie de voir le monde évoluer, c'est en créant justement des outils qui nous aident à changer. Donc, tu vois, je crée un Blablacar, je crée un Captain Cause, qui sont des outils que moi, je trouve en tout cas extrêmement positifs dans le changement d'attitude, changement de comportement. Blablacar, c'est de l'entraide, tu vois, au niveau généralisé, avec 100 millions de personnes dans le réseau. Captain Cause, c'est de l'entraide entre... entreprises et associations en impliquant un maximum tout le monde et tous les individus. Donc c'est aussi, si on y arrive, c'est aussi un changement d'état d'esprit, un changement sociétal dans la responsabilité qu'on a tous par rapport aux problèmes qui sont générés par d'autres activités par ailleurs, l'activité des entreprises et des individus, voilà, il y en a qui tirent dans un sens et qui abîment des choses, et puis il y en a plein d'autres qui sont sur le terrain et qui réparent, tu vois. Et donc en fait, tout ça, ça fait partie de l'humanité globale et ça doit communiquer au maximum. Donc, si j'ai un rôle, peut-être que j'essaye de remplir, c'est celui de créer des outils qui permettent à tout le monde de mieux communiquer et collaborer ensemble pour
pour se faciliter la vie à nous tous ensemble, ce qui crée du coup une sorte de but commun, et non pas des buts individuels séparés avec des gens qui tirent la couverture chacun à lui, quoi. Est-ce qu'il y a une boîte, tu te dis, j'aurais bien aimé avoir l'idée? À la prochaine. Non, ouais, En dehors de Blablacar et Captain que j'entends. ouais, Qui- je me suis bien creusé la tête pour ces deux-là déjà quand même, hein, tu vois. Donc, non, quelle boîte Bon, si, non, mais ouais, mais ça existait déjà du coup il y a longtemps. Mais tout ce qui est, tu vois, Le Bon Coin ou des choses comme ça. Enfin, alors, quand j'étais aux États-Unis, c'était Craigslist. Enfin bon, ça Ouais, marchait déjà, ça c'est vrai. cartonnait, quoi, tu vois, déjà. Donc un facilitateur d'échange en seconde plateforme pour faciliter Oui, parce que j'ai l'échange horreur de du seconde main. gâchis. Donc, déjà, ça, c'est quand même une constante. J'ai horreur des trucs gaspillés. Et tu vois, une source de motivation et de fierté aussi pour toute l'équipe Blablacar aujourd'hui, notamment, c'est de se dire que grâce à la plateforme, on économise 1 600 000 tonnes de CO2 chaque année. C'est beaucoup, 1 600 000 tonnes de CO2, c'est plus que l'intégralité des émissions de CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris chaque année. C'est ça qu'il faut dire. Parce que moi, 1,6 million, Ah mais non, je me sinon rends tu vois pas compte. ce que ça fait. Mais oui, c'est Ouais. normal. C'est 3% des émissions du parc automobile français, à peu Ça, près. c'est énorme. Voilà. Bon, c'est déjà bien. Moi, j'aimerais bien que ce soit 30 ou 40%, mais enfin, on n'y est pas. Donc, il faut faire plus de covoiturage. Voilà, si vous nous entendez, il faut y aller. Parce qu'en fait, je vais donner d'autres chiffres, parce que bon, je t'ai parlé du fait que j'adorais les maths et compter et les chiffres, donc j'en ai quand même pas mal en tête. Mais je vais t'en prendre un, simplement. Une voiture moyenne, peut-être Citadine. qui un peu plus grosse que ça, on va dire, mais qui roule avec seulement un conducteur à bord, dépense 95% de son énergie à déplacer la voiture. Il y a seulement 5% de l'énergie qui est dépensée pour déplacer le corps humain. D'accord ? Le reste, ça part en déplacement de la tôle et effet Joule. D'accord ? Et en plus, malheureusement, une énorme partie de cette énergie-là, encore aujourd'hui, est d'origine fossile. C'est-à-dire que 95% de l'énergie du pétrole là, qu'on tire de la Terre pour le remettre dans l'atmosphère ne sert qu'à déplacer la ferraille. Donc déjà, il y a un truc assez basique, c'est que évidemment, il faut qu'on ait des véhicules qui soient moins lourds. Enfin, c'est pas un progrès d'avoir un véhicule de 2 tonnes pour déplacer une voiture. C'est pas vrai, c'est pas possible. Parce que en fait, on est tous en train de parler du fait qu'il faut consommer moins d'énergie. Donc de toute manière, il faut trouver des solutions. Et déplacer 2 tonnes, il n'y a pas besoin d'un dessin pour voir que c'est plus compliqué que de déplacer 70 ou 80 kilos, quoi. Donc voilà, faut avoir ces notions-là en tête. Alors nous, ce qu'on essaye de faire avec Blablacar, évidemment, c'est mettre 2, 3, 4 personnes par voiture, parce que quitte à déplacer une grosse masse, autant en mettre plusieurs personnes dessus, parce que là, pour le coup, on va diviser drastiquement le nombre de kilos de CO2 émis par passager transporté. Oui. Donc voilà, c'est ce genre de bon sens-là qui est permis par la technologie, et donc c'est une sorte d'impact by design. Donc en fait, la seule chose les choses pour lesquelles je trouve que la technologie est formidable, c'est quand elles nous permettent justement de concevoir des services qui sont impact by design, qui nous permettent d'imaginer qu'avec cette solution technologique-là, on va avoir une meilleure utilisation de nos ressources et donc un impact positif, et que plus ça se développe, plus c'est positif, en tout cas pour la société dans laquelle le service est né. Typiquement, on a même fait le compte sur un Blablacar pour savoir l'optimisation qu'un Blablacar apportait en fonction de son développement à elle. Tu sais, n'importe quelle société, n'importe quelle personne, évidemment, consomme de l'énergie et puis d'autres ressources. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que pour compter l'impact d'une société, tu comptes le nombre de serveurs informatiques qu'il y a, tout ce que ça dépense en bande passante, les gens qui travaillent, tu vois, il y a 800 personnes chez Blablacar, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils se déplacent, enfin voilà, tu fais tout le bilan de combien ça dépense, tout ça, en fait, donc une boîte normale. Et puis à côté, tu fais le bilan de ce que ça permet comme économie externe. Bon, nous, on a un rapport moins 700. C'est-à-dire que pour 1 kg de CO2 émis par l'ensemble de l'équipe Blablacar pour développer le service, on économise 700 kg de CO2 dans l'atmosphère. Parce que plus le service grandit et est utilisé, plus on optimise l'utilisation des véhicules et on divise par autant les émissions de CO2 par passager transporté. Donc là, on est clairement dans un cas où développer une plateforme technologique de ce type-là permet de réduire énormément
notre impact environnemental. Voilà, donc faites du covoiturage. J'adore. J'ai une dernière question qui est est-ce que tes convictions, notamment écologiques, mais pas que, l'envie d'avoir un impact positif sociétal et environnemental, est-ce que tu les transposes dans ta thèse d'investissement? Est-ce que tous les investissements que tu fais dans des sociétés... Ouais, là, depuis quelques années, oui. Hmm. Ouais, complètement. Non, c'est un filtre Complètement. énorme. Ouais, oui, voilà. C'est même d'ailleurs ce que parfois les investisseurs n'aiment pas trop parce que c'est une thèse d'investissement qui peut t'éviter de faire une super bonne affaire d'un truc qui est pas bon environnementalement parlant, mais qui par contre est super bon au niveau financier. Mais en fait, c'est une thèse avec laquelle moi je suis un peu plus confort. Bah, c'est ta thèse à toi en tout cas. Ouais. T'as plus besoin de... Parce que je me dis, si ça n'a pas marché, au moins on aurait essayé de faire un truc bien. Ouais. C'est ça, c'est très important. Parce que quand tu fais un truc et tu te dis, bon, alors c'est juste pour faire un résultat financier, si ça marche pas, en plus tu te dis, alors non seulement ça n'a pas marché, mais en plus, même si ça avait marché, ça n'aurait pas été bon tellement pour l'environnement, donc c'est pas terrible. Alors que bon, si tu as investi dans un truc qui avait une bonne intention, qui était impact by design, si ça n'a pas marché, au moins tu auras essayé de faire un truc bien. C'est des boîtes qui ont par nature plus besoin de capitaux que Ça l'ensemble du dépend, marché. ça dépend parce que tu vois, je pense aux alchimistes, qui ont besoin de, ouais, tu vois ce qu'ils font. Non. Ils créent du compost un peu dans les villes plus facilement et en local. Donc là, c'est des infrastructures un petit peu qui peuvent être un peu lourdes. Après, je pense à Bluedigo aussi qui aide à ne pas avoir du mobilier de bureau qui finisse à la poubelle quand les entreprises déménagent et qui donc fait du seconde main sur le mobilier de bureau. Donc voilà, donc là ils ont besoin de hangars, de trucs comme ça pour stocker le mobilier, donc c'est un petit peu forcément ça peut être un peu compliqué, mais ça dépend vraiment des activités. T'as des activités qui sont purement informatiques, où là les moyens sont pas très grands, enfin, y a pas besoin de grand chose, puis il y a des activités dans lesquelles tu as plus de logistique, plus ou de hardware, d'objets physiques, de choses comme ça, de choses à gérer en physique. Là ça demande potentiellement un peu plus d'investissement. Voilà. Après, tu peux avoir aussi des sociétés dans lesquelles il y a beaucoup de R&D à faire. Alors, et là, la R&D, ça coûte cher. Enfin... Et toi, t'investis dans les phases où la R&D n'est pas encore aboutie ou en général, t'aimes bien rejoindre les projets quand il y a comme... Alors, en fait, comme moi, je mets pas des grandes sommes. Tu vois, je vais mettre peut-être entre 10 000 et 50 000 euros. Donc, tu mets des petits tickets. Ça va pas... je le mets quand ça peut faire une différence pour la société. Si c'est pas significatif parce qu'ils font un tour très important, enfin je me dis je préfère garder mes petites cartouches pour d'autres projets à qui ça servira plus quelque part. Donc si vous êtes entrepreneur à impact. Alors voilà, je reçois déjà 250 decks par an en fait. Non. Si vous êtes je peux plus, j'ai pas le temps de tout lire du tout. Bon, vous trouverez tout seul de toute façon, j'ai pas besoin de vous le dire. Mais merci en tout cas Frédéric, merci d'avoir pris le temps. On se revoit peut-être demain d'ailleurs. Merci Delphine. Mais en tout cas, merci d'avoir porté ton message derrière ce micro. Merci beaucoup. Pour les auditeurs. À bientôt.